Avec un sourire aimable, le professeur Landuba accueillit James par son nom lorsqu'il entra essoufflé dans la serre. James aimait bien Neville, qu'il avait connu toute sa vie. C'était un contemporain de son père et d'oncle Ron, dans un genre beaucoup plus calme. James connaissait de nombreuses histoires au sujet de Neville, son combat à Poudlard en tant que chef de la rébellion, quand Voldemort avait infiltré le ministère et fait mainmise sur le château, contrôlant ainsi tout le monde sorcier. Au moment crucial, c'est Neville qui avait coupé la tête du grand serpent Nagini, détruisant ainsi le dernier espoir d'immortalité du sinistre mage noir. Et pourtant, c'était difficile à imaginer en voyant le professeur, si maigre et plutôt maladroit, arranger ses pots de fleurs et ses plantes sur la grande table installée au milieu de la serre. La botanique est... commença Neville. Son premier geste pour présenter la serre renversa l'un des petits pots en face de lui. Il s'interrompit et le redressa, saupoudrant ses papiers de terreau. Avec un sourire désarmant, il leva les yeux pour examiner ses élèves. La botanique est l'étude des plantes, bien sûr, comme vous le voyez. Du menton, Neville indiqua l'intérieur de la grande serre, encombrée de centaines de plantes, de fleurs, de fougères et d'arbres, à différents stades de croissance, d'une variété à donner le tournis. James pensa tout à coup que le professeur Londubat serait certainement très intéressé en examinant le péché de Ralph, resté pour le moment sur la table de la classe de métamorphose. Les plantes, continua Neville, sont les racines, littéralement, de nos expériences magiques les plus basiques, les potions, les remèdes, la construction des baguettes et tant d'autres sortilèges sont essentiellement reliés à la culture et aux soins des plantes magiques. Dans cette classe, nous allons étudier les multiples usages des plus importantes de nos ressources végétales, depuis le bubobulbe jusqu'à Mimbulus mimbelonia. Du coin de l'œil, James vit bouger quelque chose. Une plante le long des stores étendait une spore en direction d'une fille de première année qui, penchée sur son parchemin, écrivait fébrilement les indications données par Neville. Le rameau se décrocha du store, heurta légèrement la fille dans le dos, puis s'enroula autour d'un anneau qu'elle portait à l'oreille. La fille écarquilla les yeux, lâcha sa plume et cria quand la plante s'efforça d'arracher sa boucle d'oreille. Elle bondit de sa chaise, la main sur l'oreille. Aussitôt, Neville se tourna vers elle, remarqua ce qui se passait et se précipita. « Oh, Miss Patonia, tenez bien ce rameau. C'est parfait. » D'un geste précis, il détacha la spore de la boucle d'oreille et regarda le rameau s'enrouler sur lui-même dès qu'il fut libre. « Vous venez de découvrir notre Larsenus ligulus, ou plutôt, c'est lui qui vous a découverte. Je m'excuse pour avoir omis de vous prévenir avant que vous vous installiez. Autrefois, les pirates élevaient cette plante à cause de son attirance pour tous les objets brillants. En fait, le Larsenius lingolus les utilise pour magnifier, par photosynthèse, la lumière du soleil. Ils ont été tellement pourchassés et détruits par le feu durant la Grande Purge qu'ils sont maintenant en voie d'extinction. Tout en parlant, Neville s'était approché de la plante près du volet. Il enroula avec soin la spore vagabonde, qu'il maintint en place d'un petit crochet diamanté. Patonia se frotta l'oreille et regarda la plante, comme si elle-même avait aussi des envies pyromanes. Le professeur retourna à sa place et continua son cours, expliquant à ses élèves comment utiliser les plantes en pot qu'il avait alignées au centre de la table. James bâilla. Il faisait chaud dans la serre, et ça le rendait somnolent. Pour se concentrer, il chercha dans son sac à dos un parchemin et une plume. Mais sa main heurta alors le livre que Zane lui avait donné. Il s'en saisit, en même temps que les affaires dont il avait besoin, et le posa sur ses genoux. Quand il fut certain que le professeur était tellement pris par son sujet favori qu'il ne faisait plus trop attention à lui, il ouvrit le livre et se mit à lire le passage que Zane avait marqué. Immédiatement, son intérêt s'éveilla, en lisant au sommet de la page « Féodre Ostromadux ». Il parcourut rapidement le texte en dessous. Précurseur et farouche partisan de la prémonition appliquée, c'est-à-dire l'art de raconter l'histoire à l'avance, à l'aide de la divination, le voyant et historien Ostramadux reste essentiellement connu dans le monde sorcier moderne pour son fantastique mémoire concernant les derniers jours de Merlinus Ambrosius, le légendaire enchanteur fondateur de l'ordre de Merlin. D'après ce mémoire, repris dans son intégralité dans le fameux Histoire et prédiction du monde magique, Ostramadux explique avoir rencontré Merlinus à la fin de la carrière du grand enchanteur, alors conseiller en magie de la plupart des monarques d'Europe.
Très déçu de la corruption du monde magique, qui, selon lui, était infecté par la croissance des royaumes non magiques, Merlinus annonça à Austramadux son intention de quitter le monde terrestre. De plus, il prédit son retour, dans quelques siècles ou millénaires, lorsqu'équilibre serait rétabli entre les mondes magiques et non magiques. En d'autres termes, comme l'écrit Austramadux, plus à point pour sa gouverne. L'annonce de ce retour a provoqué, au cours des siècles suivants, de nombreux complots et conspirations, généralement menés par des rebelles qui croyaient que le retour de Merlinus garantirait le succès de leurs machinations et amènerait la soumission du monde non magique, que ce soit par des moyens diplomatiques ou suite à une guerre ouverte. James cessa de lire. Son esprit bouillonna, tandis qu'il considérait les implications de ce qu'il venait d'apprendre. Il avait connu le nom de Merlin toute sa vie, et en général, le vieil enchanteur tenait dans les légendes du monde sorcier la place de Saint Nicolas dans le monde moldu. Ce n'était plus un personnage historique, mais plutôt une figure de légende. Bien sûr, James savait que Merlin avait réellement existé, mais il ne s'était jamais interrogé sur la véritable nature du grand sorcier. Ses seules références étaient quelques proverbes sorciers que tout le monde utilisait sans y penser, sans même réfléchir à leur signification. Par la barbe de Merlin, ou nom d'un caleçon de Merlin, ou encore Merlipopette. Bien sûr, rien de tout ça n'indiquait quel grand enchanteur avait été le sorcier. D'après Austramadux, Merlin avait tenu le rôle de conseiller en magie auprès des rois moldus, les principaux dirigeants de son époque. Était-il possible qu'au temps de Merlin, les sorciers et les sorcières aient été exposés en plein jour et vécu parmi les moldus, sans secret, sans dissimulation, sans sortilège de désillusion? Et, si c'était le cas, pourquoi Merlin avait-il trouvé le monde infecté par les moldus? Plus encore, que signifiait cette prédiction effrayante qu'il reviendrait un jour quand le monde serait à point pour sa gouverne? Avec une telle attitude, il était compréhensible que plusieurs fois les mages noirs aient tenté de réaliser la prédiction de Merlin et de rappeler sur Terre le grand enchanteur. De tout temps, certains sorciers avaient rêvé de soumettre le monde moldu, d'affirmer ouvertement la supériorité de ceux qui maîtrisaient la magie. Aussi il était normal pour eux de croire que Merlin, le plus puissant et le plus célèbre enchanteur de tous les temps, les aiderait dans cette entreprise. Tout à coup, avec un frisson d'angoisse, James réalisa quelque chose. Ses yeux s'écarquillèrent. C'est à cause d'un serpentard qu'il avait pour la première fois entendu le nom d'Austramadux, celui qui avait créé un profil sur un jeu moldu. Les Serpentards avaient toujours été la maison de prédilection des mages noirs, de ceux qui prenaient la domination du monde moldu. Et si cette étrange mention du nom d'Austramadux n'était pas une simple coïncidence? Et si c'était le signe d'un nouveau complot? Si les Serpentards, et en particulier celui qui avait créé le profil, cherchaient à favoriser le retour de Merlinus Ambrosius en espérant déclencher une guerre contre les Moldus. Lentement, James referma son livre et serra les dents. Depuis qu'il avait évoqué cette hypothèse, elle lui paraissait de plus en plus plausible, parce que ça expliquait qu'un Serpentard utilise le nom d'un voyant que le directeur de sa maison considérait comme un guignol. Le Serpentard savait la vérité, et très bientôt, si le complot réussissait, il le prouverait. Le cœur de James battait très vite, tandis que les idées se bousculaient dans sa tête. À qui pourrait-il parler de ses soupçons? À Zane et Ralph, bien sûr. D'ailleurs, les deux garçons devaient déjà y avoir pensé eux-mêmes. À son père? Non. James décida que ce serait inutile. Du moins, pour le moment. James était assez âgé pour savoir que la plupart des adultes refuseraient de croire à une telle histoire rapportée par un enfant, même s'il avait des arguments solides. Il ne savait pas exactement ce qu'il pouvait faire pour contrer le complot, mais il devait essayer. Il devait retrouver le Serpentard qui avait pris la game deck de Ralph, celui qui avait utilisé le nom d'Austramadux. Avec cette idée fixe en tête, James bondit hors de la serre dès que le cours fut terminé, oubliant complètement que son père, Harry Potter, directeur du bureau des aurores du ministère, devait arriver le soir même à Poudlard, pour y rencontrer la délégation américaine. Alors que James traversait les jardins en courant, il prit brutalement conscience du tumulte provoqué par une foule amassée. Il ralentit et écouta. Il y avait des cris et des chants, mêlés au bavardage bruyant de nombreuses voix excitées.
Lorsqu'il fit irruption dans la grande cour, le bruit devint encore plus assourdissant. Il vit une masse d'élèves assemblés et d'autres qui arrivaient encore, de toutes les directions. La plupart étaient simplement des curieux, venant vérifier la raison de tout ce tapage. Mais, au milieu des élèves, il y avait un groupe plus actif, qui chantait des slogans, et levait de grandes pancartes ou des panneaux de tissu peints en lettres noires. Quand, en approchant, James lut l'une des bannières, son cœur sombra. Il était écrit « Mettons fin à la dictature fasciste des horreurs du ministère ». Plus loin, un autre panneau s'agitait, pointé vers le ciel, et réclamait « Harry Potter, nous voulons la vérité ». James contourna les autres, faisant de son mieux pour qu'on ne le remarque pas. Non loin des marches qui montaient à l'entrée principale du château, il vit Tabitha Corsica répondre aux questions d'une femme voyante qui portait des lunettes triangulaires d'un rose criard et une expression avide sur le visage. Avec un malaise de plus en plus vif, James reconnut la sorcière, Rita Skeeter, une journaliste à scandale de la Gazette du Sorcier, spécialiste des ragots. Il savait dans quel mépris son père la tenait. Alors qu'il passait, Tabitha lui jeta un coup d'œil, puis elle haussa les épaules avec un léger sourire comme pour dire « Désolée, mais quand les temps sont difficiles, chacun doit agir selon sa conscience. » Alors que James s'apprêtait à grimper les marches pour rentrer au château, la directrice apparut d'un pas décidé. Le soleil éclairait son expression, plus que sévère. Elle toucha sa gorge de sa baguette et parla de la plus haute marche, tandis que sa voix tonnante renvoyait des échos dans toute la cour, étouffant le tumulte de la foule. « Je ne veux pas savoir la raison de cet attroupement, vu qu'il est aussi évident que consternant. » Toute sa vie, James avait connu Minerva McGonagall, même de façon périphérique, et pourtant, il réalisa ne l'avoir jamais cru capable d'une telle rage. Son visage était mortellement pâle, avec des plaques rouges sur les pommettes. Sa voix résonnait dans la cour, mais contrôlée, ferme et convaincante. « Je ne tiens pas à vous enlever vos certitudes, aussi indécentes et mal fondées soient-elles, ni à contester la véracité de vos sources. Mais quoi que vous choisissiez de croire, laissez-moi vous assurer qu'il n'est pas dans les habitudes de cette école d'autoriser les élèves à insulter des hôtes estimés. » Si quelques panneaux vacillaient, tous ne s'étaient pas baissés. James vit Rita Skeeter dévisager la directrice, une excitation morbide sur le visage, tandis que sa plume à papote écrivait fébrilement sur un parchemin. McGonagall soupira, puis à nouveau prit la parole. « Il y a des moyens honorables pour exprimer un désaccord, comme vous le savez parfaitement. Cette exhibition n'est ni efficace ni appropriée. De ce fait, j'exige que vous vous dispersiez immédiatement, puisque de toute évidence, elle effleura la journaliste d'un regard méprisant, vous avez obtenu ce que vous vouliez. Madame la directrice, appela une voix. James n'eut même pas besoin de se retourner pour savoir qu'il s'agissait de Tabitha Corsica. Il y eut un silence pesant dans la cour, comme si tous les élèves retenaient leur respiration. James entendit le grincement strident de la plume de Rita Skeeter, qui prenait toujours des notes. McGonagall marqua la pause, tout en étudiant Tabitha d'un air attentif. « Oui, Miss Corsica. »« Je suis tout à fait d'accord avec vous, madame, » dit Corsica d'une voix aimable qui s'entendait haut et clair. « Pour ma part, j'espère que, selon votre suggestion, nous pourrons poursuivre le débat dans un contexte plus formel et efficace. Peut-être est-il trop tôt pour proposer que le sujet soit le premier à être traité dans le prochain débat de l'école. Voilà qui nous permettrait d'étudier ce point sensible, de façon respectueuse et approfondie, comme, j'en suis bien certaine, vous trouvez également qu'il le mérite. » La mâchoire de la directrice était aussi dure que de l'acier, tandis qu'elle regardait Corsica de haut. Elle garda le silence si longtemps que Tabitha dut finalement détourner le regard. Elle chercha de l'aide autour d'elle, dans la cour, et son aplomb sembla se dissoudre. La plume à papote avait noté la totalité de l'échange, et elle restait maintenant suspendue, au-dessus du parchemin, aux aguets. « J'apprécie votre suggestion, Miss Corsica, » dit enfin la directrice d'une voix glacée. « Mais ce n'est ni l'endroit, ni le moment de décider du calendrier des prochaines sessions de débat. J'aurais cru que vous le comprendriez de vous-même. Pour le moment, » son regard critique examina la foule rassemblée dans la cour. « Je considère le sujet comme clos, et ceux qui tiennent à discuter davantage le feront bien plus agréablement dans l'intimité de leur chambre. Je vous conseille
très fortement de disparaître. Avant que j'envoie, Monsieur Rusard, relevez vos noms. » Alors que la foule commençait à se disperser, McGonagall aperçut James, et son expression changea. « Venez avec moi, Potter, » dit-elle en accentuant son ordre d'un geste autoritaire. James monta les marches, puis suivit la directrice dans l'ombre de l'entrée. McGonagall marmonnait furieusement entre ses dents, et son long tartan battait au rythme de ses pas. Ayant traversé le hall du château, elle continua dans un couloir latéral. James pensa devoir la suivre, aussi c'est ce qu'il fit. « Quel misérable petit propagandiste de pacotille !» rageait toujours la directrice, en se dirigeant, James le réalisa tout à coup, vers les bureaux du personnel. « James, je suis désolée que tu aies dû assister à ça, mais encore plus désolée que cette lamentable pourvoyeuse de ragots ait trouvé le moyen de mettre un pied au château. » Après un dernier tournant, McGonagall ouvrit une porte et pénétra à l'intérieur sans ralentir le pas. James se retrouva dans une très grande pièce, garnie de canapés et de fauteuils confortables. Contre le mur, plusieurs étagères garnies de livres étaient éparpillées un peu au hasard, autour d'une énorme cheminée de marbre. Et près du feu, se levant pour l'accueillir avec un sourire chaleureux, il y avait aussi son père. James poussa un cri et dépassa la directrice pour se jeter dans ses bras. « James !» cria Harry Potter avec entrain, en serrant le garçon dans ses bras avant d'ébouriffer ses cheveux. « Mon fils, je suis vraiment content de te revoir. Alors, comment se passe l'école ?» James hocha les épaules, très heureux bien sûr, mais un peu mal à l'aise tout à coup. Debout aux côtés de son père, il venait de réaliser qu'il y avait dans la pièce plusieurs autres sorciers qu'il ne connaissait pas, et tous le regardaient. « Vous connaissez mon fils, James ?» dit Harry en serrant l'épaule de James. « James, voici les représentants du ministère, qui sont venus avec moi pour rencontrer la délégation américaine. Tu te souviens de Titus Châteaubourg, non ? Et voici Monsieur Mécréant et Miss Saccharine. Tous deux font partie du département des relations internationales. » Poliment, James serra les mains qu'on lui tendait. Effectivement, en le revoyant, il se souvint de Titus Châteaubourg, qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. C'était un adjoint de son père au bureau des Aurores, un homme trapu, au torse épais, avec une tête carrée et des traits burinés. Grand et maigre, M. Mécréant était vêtu avec recherche d'une veste à fines rayures, avec un gilet noir. Sa poignée de main fut rapide et molle. James eut la sensation de tenir un poisson mort. Miss Saccharine ne lui tendit pas la main. Elle se contenta d'un grand sourire, puis elle s'accroupit devant James pour se mettre à son niveau et l'examiner de haut en bas. « Je vois beaucoup de tes parents chez toi, jeune homme, » dit-elle, la tête de côté, en affectant une voix de conspiratrice. « Tant de promesses et de potentiel. J'espère que tu resteras ce soir pour le dîner. » Avant de répondre, James leva les yeux vers son père. Harry lui sourit et posa ses deux mains sur ses épaules. « Oui, nous dînons ce soir avec les représentants américains d'Alma Aleron. Ça te dit de rester avec nous ? D'après ce que j'ai entendu dire, nous aurons de la véritable cuisine américaine. Bien sûr, c'est assez vague. Et, à ce que j'en sais, ça peut être aussi bien des hamburgers que des cheeseburgers. »« Bien sûr, » répondit James avec un sourire. Son père lui renvoya son sourire, assorti d'un clin d'œil. « Mais avant cela, » continua Harry Potter en s'adressant au reste du groupe, « nous devons rejoindre nos amis américains, qui tiennent à nous offrir une démonstration de leur magie. Ils nous attendent dans 10 minutes, et j'ai demandé à quelques autres personnes de nous rejoindre au bord du lac. Vous venez ? » « Je vais devoir vous abandonner, je le crains, » dit la directrice d'une voix sèche. « Il semble que, durant votre séjour, je doive garder un œil sur certains éléments perturbateurs parmi mes élèves, Monsieur Potter. Veuillez m'en excuser. »« Aucun problème, Minerva, » répondit Harry. James avait toujours trouvé étrange d'entendre son père appeler la directrice par son prénom, mais elle-même semblait trouver la chose naturelle. « Agissez comme vous l'entendez, » continua Harry Potter. « Mais ne vous inquiétez pas trop. Il est inutile de gaspiller votre énergie pour éteindre quelques feux de paille. Ils n'en valent réellement pas la peine. » « Je ne suis pas certaine d'être d'accord avec vous sur ce point, Harry, mais je tiens cependant à maintenir l'ordre et l'harmonie dans cette école. Je vous verrai ce soir, au dîner. » Sur ce, la directrice tourna les talons et quitta brusquement la pièce, toujours furieuse. « Très bien, allons-y, » dit Miss Saccharine en se levant. Tandis que le groupe avançait vers la porte, de l'autre côté de la pièce, Harry se pencha vers son fils et chuchota. « Je suis heureux que tu aies accepté de rester avec nous ce soir. Saccharine et Mécréant
ne sont pas les compagnons de voyage les plus agréables qui soient. Mais Percy a insisté pour que je les amène. Je crains fort que toute cette affaire devienne de plus en plus politique. » James hocha la tête d'un air docte, sans trop savoir de quoi son père parlait. Il était heureux malgré tout de ses confidences. « Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici ?»« Par le réseau des cheminées, » répondit Harry. « Je préférais une entrée discrète. Minerva nous avait prévenu à l'avance que les membres du MD avaient prévu une manifestation. » Il fallut un moment à James pour comprendre que son père parlait du mouvement du progrès. « Elle est au courant de ce qu'ils font ?» demanda-t-il surpris. Son père posa un doigt sur ses lèvres et indiqua du menton Saccharine et Mécréant, quelques mètres devant eux, qui parlaient à voix basse tout en marchant. « Plus tard, » dit Harry à voix basse. Après avoir suivi un couloir et tourné plusieurs fois, M. Mécréant ouvrit une large porte et sortit en plein soleil. Le reste du groupe le suivit. Ils descendirent un escalier de marche de pierre noire qui les mena sur une grande pelouse aux abords de la forêt interdite. De l'autre côté, il y avait un mur de pierre. Neville Londubat et le professeur Slughorn attendaient près du mur, en parlant entre eux. Ils levèrent ensemble la tête lorsque le groupe approcha. « Salut Harry !» cria Neville en souriant avant de s'avancer pour le saluer. « Merci de nous avoir invités, Horace et moi, à participer à la visite. Depuis que les Américains sont arrivés, j'ai toujours eu envie de découvrir ce fameux garage. »« Harry Potter en chair et en os !» s'exclama Slughorn d'une voix chaleureuse en tenant la main de Harry dans les deux siennes. « C'est vraiment très aimable de votre part d'avoir insisté sur notre présence. Vous savez que je suis toujours intéressé par les nouveaux projets de la communauté magique internationale. » Harry mena le groupe jusqu'à une porte ouverte dans le mur. Il l'ouvrit et trouva derrière une allée dallée qui descendait vers le lac. « Ne me remerciez pas, ni l'un ni l'autre, » dit-il aux deux professeurs. « Je vous ai demandé de venir pour exploiter vos talents. Vous pourrez poser des questions intelligentes et comprendre tout ce qu'ils vont nous montrer. » Slughorn eut un bon gros rire, mais Neville se contenta de sourire. James pensa que son père disait la vérité, plus ou moins, mais que seul Neville l'avait compris. Le groupe approcha enfin d'une large tente en toile, montée sur la rive, un peu au-dessus du lac. Un drapeau américain flottait sur le mât central. En dessous, un autre portait le blason de l'école Alma Aleron. Deux jeunes élèves américains bavardaient, debout devant l'entrée. L'un d'eux vit le groupe approcher et salua de la tête, puis il cria à l'intérieur de la tente. « Professeur Franklin !» Au bout d'un moment, Franklin émergea sur le côté de la tente en s'essuyant ses mains sur un large tissu blanc. « Ah, bienvenue à vous, visiteurs, » dit-il aimablement. « Je vous remercie d'avoir pris la peine de venir. » Quand Harry accepta la main offerte de l'Américain, il devint évident que ces deux-là s'étaient déjà rencontrés et avaient organisé ensemble ce rendez-vous. Harry fit les présentations en terminant par James. « Bien sûr, dit Franklin avec un grand sourire. « Le jeune monsieur Potter est dans ma classe. Comment allez-vous aujourd'hui, James ?»« Très bien, professeur. Je vous remercie, » répondit James poliment. « Et c'est bien normal par une aussi belle journée, » s'exclama Franklin d'un ton sérieux, avec un hochement de tête approbateur. « Et maintenant, après ces agréables préliminaires, veuillez me suivre, mes amis. Harry, d'après ce que j'ai compris, vous seriez intéressé par le garage et notre façon d'entretenir nos véhicules, n'est-ce pas ?»« Absolument, » répondit Harry. « Je n'ai pas assisté à votre arrivée, mais j'ai beaucoup entendu parler de ces voitures volantes. J'ai très envie de les voir et d'étudier le fameux garage dans lequel vous les gardez. Il y a beaucoup de spéculations à ce sujet, mais je dois avouer que ce n'est pas du tout mon rayon. Notre garage, oui, il est transdimensionnel, vous savez. En fait, j'ai peur qu'aucun de nous ne comprenne réellement comment il fonctionne, » dit Franklin le front plissé. « Si nous n'avions pas dans notre groupe un expert en technomancie, Theodore Jackson, personne n'aurait pu réussir à l'exploiter. D'ailleurs, en parlant de lui, Jackson vous prie de l'excuser. Il ne pourra nous accompagner durant cette visite, mais il nous rejoindra ce soir et sera heureux de répondre à toutes les questions que vous voudrez bien lui poser. »« Je suis certain que nous en aurons, » répondit Titus Châteaubourg. James suivit son père et pénétra dans la grande tente par l'entrée latérale. À peine entré, il trébucha et faillit s'étaler. La tente était immense, avec des poteaux de bois et un cadre de poutres supportant le plafond. Les 3 voitures volantes d'Alma Aleron y étaient garées, laissant assez de place pour des outils, bien arrangés sur des établis, des équipements de maintenance mécanique et d'autres endroits où travaillaient plusieurs hommes en combinaison. Le plus étrange dans cette tente était que l'arrière manquait. Là où James s'attendait à trouver un mur de toile, il voyait un paysage extérieur
qui n'appartenait pas à Poudlard. Il y avait des bâtiments bas et carrés, très étendus en briques rouges, et d'énormes arbres cornus, d'une espèce qu'il ne reconnaissait pas. De plus, la lumière ne correspondait pas au soleil de midi qui les avait accueillis durant leur marche jusqu'au lac. Non, de l'autre côté de la tente, la lueur du rouge était rose pâle, avec à l'horizon des petits nuages à peine teintés d'or. Les arbres et l'herbe étincelaient, comme couverts d'une rosée matinale. L'un des mécaniciens leva la main pour saluer Franklin, puis il se tourna et sortit par le fond de la tente, essuyant ses mains sur sa combinaison. « Bienvenue dans le monde nouveau des structures transdimensionnelles », dit Franklin en indiquant fièrement le fond de la tente. « Notre garage se trouve en 2 endroits simultanés. Ici, dans cette résidence temporaire sur les berges du lac à Poudlard, et aussi à son cadre originel, le cadran est de l'université d'Alma-Aleron, à Philadelphie, en Pennsylvanie aux États-Unis. »« Par le fantôme de Golgamet !» s'exclama Slughorn en reculant d'un pas. « J'avais déjà lu que de telles expériences existaient, mais je n'aurais jamais pensé le constater de mes propres yeux. Ceci est-il dû à une anomalie naturelle de la trame temporelle? Ou bien avez-vous procédé à un sortilège de transfert du quantum ?»« Voilà pourquoi je vous ai invité, professeur !» s'exclama Harry en souriant, tout en examinant attentivement l'intérieur de la tente. « Votre première hypothèse est exacte, » dit Franklin en reculant entre la Dodge Hornet et la Volkswagen Coccinelle, pour faire de la place aux autres membres du groupe. Ceci est l'une des 3 bulles tridimensionnelles connues actuellement dans le monde, ce qui signifie, d'après ce qu'on m'a expliqué, que cette tente existe sur une sorte de pont temporel, qui lui permet d'apparaître en 2 endroits à la fois. De fait, nous pouvons voir d'un côté les jardins de Poudlard, à midi. Il indiqua de la main l'entrée par laquelle le groupe avait pénétré dans la tente. C'est en quelque sorte notre côté du pont. Et de l'autre, cette fois il indiqua le paysage à la lumière pâle, qui apparaissait comme par magie au fond. C'est l'aube, à l'université d'Alma-Aleron. Et je vous présente aussi M. Peter Graham, notre chef mécanicien. Un homme sortit la tête de sous le capot ouvert de la Stutz Dragonfly, sourit et agita la main. « Heureux de vous rencontrer, madame et messieurs, » dit-il, « même virtuellement. »« De même, » répondit Neville, qui était le plus proche de lui. « Monsieur Graham et son équipe sont toujours en Amérique, à l'autre bout du pont, » expliqua Franklin. « Ils sont spécifiquement formés pour s'occuper de nos véhicules. Et nous préférons nous en remettre à leurs bons soins, même en voyage. Comme vous pouvez le deviner, ils ne sont pas réellement ici. » Pour démontrer son propos, Franklin tendit la main vers un mécanicien accroupi près de la Dodge et passa au travers, comme si l'homme n'était que de la fumée. D'ailleurs, le mécanicien ne se retourna même pas. « Alors, ils peuvent nous entendre, nous voir, et réciproquement, mais ils sont néanmoins physiquement en Amérique, tandis que nous sommes physiquement à Poudlard. Et donc nous ne pouvons pas nous toucher ?»« Exactement, » approuva Franklin. James ne put s'empêcher d'intervenir. « Alors comment pouvons-nous toucher les voitures, alors que vos mécaniciens américains aussi ?»« Excellente question, mon garçon, » dit Slughorn en tapotant le dos de James. « Je suis d'accord, » dit Franklin. « Et c'est là que les choses deviennent un peu quantiques. La réponse la plus simple est que ces voitures, contrairement à nous, sont multidimensionnelles. Vous avez tous déjà entendu, je présume, la théorie qui prétend à l'existence d'autres dimensions que les 4 que nous connaissons déjà. » Il y eut divers hochements de tête, et James, qui n'avait jamais entendu parler d'une telle théorie, comprit néanmoins l'idée générale. Aussi Franklin continua. « Cette théorie affirme qu'il y a des dimensions extrasensorielles, et donc impossibles à percevoir par aucun de nos sens, mais qui existent néanmoins. Dans la pratique, le professeur Jackson a créé un sortilège qui permet à ces voitures d'apparaître dans l'une de ces dimensions, et donc d'exister simultanément en 2 endroits à la fois, à partir du moment où elles se trouvent dans ce garage. Cette tente représente une sorte de bulle multidimensionnelle, qui leur permet d'être réelles aussi bien aux États-Unis qu'à Poudlard. « Remarquable !» dit Slughorn en passant la main sur le long capot fuselé de la Hornet. « Et cela permet effectivement à votre équipe de prendre soin de ces véhicules où que vous soyez durant vos déplacements. De plus, vous avez aussi droit à une vue de votre patrie, même si vous ne pouvez pas vous y rendre. »« C'est exact, » dit Franklin. « C'est à la fois très pratique et plutôt réconfortant. » Neville s'intéressait surtout aux voitures. S'agit-il de mécanique créée dans ce but spécifique,
Ou bien avez-vous simplement ensorcelé des voitures qui existaient déjà ?» Tandis que Franklin se lançait dans une explication détaillée en ce qui concernait les voitures ailées, James perdit son intérêt. Il marcha plutôt jusqu'au bout de la tente et se pencha pour regarder l'école américaine. Le soleil venait juste de poindre par-dessus le toit du bâtiment le plus proche, illuminant de rose une haute tour ornée d'une horloge. Il devait être environ 6 heures du matin. Comme c'est à la fois étrange et merveilleux, pensa James. Timidement, il tendit la main, curieux de voir s'il pouvait sentir la fraîcheur matinale à l'autre bout du monde. Il ne ressentit qu'une sorte d'engourdissement, puis toucha la toile rugueuse de la tente. Bien sûr, sa main ne pouvait pas passer, ni sentir la température d'un autre continent. « Dommage que tu ne puisses venir, mon garçon, » dit une voix. James leva les yeux. Le chef mécanicien s'appuyait sur le capot de la coccinelle et lui souriait. « Bonjour, monsieur, » dit James. « Ici, c'est presque l'heure du petit déjeuner. Et ils ont des omelettes aux champignons. » James se fit un grand sourire. « Ça paraît prometteur. Nous, ici, nous allons bientôt déjeuner. »« Professeur Franklin ?» demanda une voix forte. James reconnut celle de monsieur Mécréant. « Comment cette structure est-elle en accord avec la coalition internationale qui interdit la pratique de nouvelles magies pour éviter toute dérive vers la magie noire ? À mon avis, cette tente est un modèle unique. Aussi, il semble difficile de s'assurer de sa parfaite sécurité. »« C'est exact, » dit Franklin qui regarda M. Mécréant droit dans les yeux. « Mais jusqu'ici, nous avons été chanceux, et il n'y a jamais eu le moindre problème. De ce fait, nous n'avons jamais eu recours à la coalition. En tout cas, il me semble difficile de prétendre que notre expérience est une menace ou un danger. Même si le sortilège du professeur Jackson s'avérait un échec et que l'aspect interdimensionnel ne marchait pas, au pire, nous serions obligés de rentrer chez nous en taxi plutôt que dans nos bien-aimées voitures volantes. »« Excusez-moi, » intervint Miss Saccharine avec un sourire factice. « En quoi ?»« En taxi. Une voiture que l'on loue au Moldu pour être emmenée quelque part, » dit Franklin. « C'était une plaisanterie, un peu ridicule, je vous l'accorde. » Le sourire de Miss Saccharine se figea encore plus. « Ah, très bien. J'ai souvent tendance à oublier la fascination qu'ont les sorciers américains pour les objets mécaniques moldus. Je n'imagine pas à imaginer que cela m'est échappé. » Franklin laissa passer le sarcasme sans même le relever. « Eh bien, je ne vais pas parler au nom de mes compatriotes, mais je dois avouer que j'adore bricoler. Une grande partie de mon admiration pour le garage est qu'il me permet de surveiller la maintenance de ma flotte. Je m'intéresse beaucoup au fonctionnement des objets. D'ailleurs, quand ils sont cassés, c'est encore mieux. Je peux les réparer. » Marmonna Saccharine en jetant un coup d'œil sceptique aux voitures. L'un des mécaniciens actionna un câble sous le capot de la Dragonfly et il y eut un jet d'étincelles bleues. Avec un crissement, l'une des longues ailes de la voiture se déplia et battit plusieurs fois avant de s'arrêter à nouveau. Neville avait dû baisser la tête pour éviter d'être touché. « Bon réflexe, Neville, » dit Harry. « Tu as failli être taclé. » Neville jeta un coup d'œil à Harry avec un sourire. Peu après, Châteaubourg se racla la gorge et dit « Nous devrions sans doute revenir au château, mesdames et messieurs. »« Entendu, » dit Harry. « Au revoir, monsieur Franklin. J'insiste pour que vous m'appeliez Ben. J'ai quand même près de 3 siècles, et m'entendre appeler monsieur me vieillit encore. Pourriez-vous faire cet effort ? » « Bien entendu, Ben, » dit Harry avec un grand sourire. « Je serai heureux de vous retrouver ce soir au dîner. Merci beaucoup pour cette visite. Votre garage est tout à fait remarquable. »« C'était un plaisir, » répondit Franklin en se rengorgeant. « Vous savez, j'ai récemment acquis une très intéressante presse à imprimerie aux États-Unis, et j'aimerais beaucoup vous la montrer un jour, si vous passez nous voir. Je pourrais même vous montrer une cloche qui a été fondue le jour de la naissance de notre belle nation. Mais elle est fendue actuellement, et personne ne veut me laisser la réparer. »« Ne l'écoutez pas, » cria Graham le mécanicien derrière eux. « Sinon, il vous fera croire que c'est lui qui a sculpté la statue de la liberté, ou du moins qu'il en a découvert le cuivre dans une de ses mines. » Tout le reste de l'équipe éclata de rire. Franklin grimaça, puis agita la main tandis que Harry et son groupe s'éloignaient. « À ce soir, mes amis. J'espère que vous aurez faim, et j'espère aussi que vous connaissez un bon sortilège de digestion. D'après ce que j'ai entendu dire, Madame Delacroix nous prépare un gombo. »